Si tu anticipes, alors tu as peut-être quelque chose à voir avec un philosophe. Un philosophe est un anticipateur de notions et de conduites à venir. En tout cas, on va se poser une question assez simple ce matin, qui a été pressenti, ou en tout cas dont Michel Serres a donné une porte d'entrée à travers le terme dominescence. Il utilise ce terme-là, il le crée d'ailleurs, un peu comme la luminescence, c'est le moment où une matière va devenir lumineuse. Pour lui, luminescence, c'est l'humanité qui se redéfinit elle-même, ou en tout cas qui va élargir peut-être ses définitions, ses marges, ses limites, ses frontières. On en a déjà beaucoup parlé depuis le début de ces rencontres, Michel Serres. Mais aujourd'hui, la question qu'on va essayer de travailler ensemble, c'est celle de la notion de transition. La transition, pour le sens commun, j'ai cherché dans le dictionnaire, c'est quand on passe d'un état A à un état B. C'est-à-dire c'est une forme de changement investi ou désiré, d'une certaine manière. Sinon, il est purement subi. Alors que la transition, quand on parle de transition écologique, par exemple, dans le langage, c'est dire on va changer en sachant à peu près où on va. C'est un changement orienté. Et sur la question du sexe et du genre, de transition d'identité, cette question-là, elle se pose de manière particulièrement intéressante parce qu'on n'est pas forcément d'accord sur l'état A et l'état B. On ne sait pas exactement forcément vers où est-ce qu'on veut aller, ou en tout cas les définitions un peu binaires ou essentialisantes qu'on peut avoir de ce que c'est qu'une femme, de ce que c'est qu'un homme, vont être remises en cause, vont être questionnées, travaillées par les personnes qui viennent effectivement effectuer des transitions, qui vont se poser des questions sur les limites de cette définition préconçue de l'humanité. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi sur scène deux personnes qui vont nous aider à explorer cette question-là. Alors Margot Madouot, tu es du coup autrice de La Panic Walk, un livre dans lequel tu explores les racines, les origines de la panique morale autour de la transidentité en France, comment elle a été fabriquée, relayée, instrumentalisée. Et Emmanuel Bobati, tu es sociologue, tu es auteur de Transfuge de sexe, Passer les frontières du genre en 2021 et de Ne suis-je pas une féministe en 2024. Vous avez reçu la médaille de bronze du CNRS pour vos travaux et vous travaillez sur les parcours des personnes trans et sur les inégalités sociales notamment qui vont structurer ces parcours de transition. Alors c'est vers vous que je me tourne tout d'abord pour peut-être poser des définitions, en tout cas cadrer notre débat de ce matin. Peut-être qu'on peut commencer par définir cette différence entre sexe et genre. Souvent on l'a fait, on dit que, on va dire grosso modo, le sexe ça serait le donné et le genre ce serait le construit. Enfin, on a une vision en tout cas assez simpliste. Est-ce que c'est une bonne définition ? Pourquoi est-ce qu'on distingue les deux ? Merci pour l'introduction et pour cette première question qui est très importante. Alors ça dépend en fait, je dirais, des acceptions qu'on a du sexe et du genre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette distinction entre sexe et genre, c'est quelque chose qui est déjà assez ancien, assez vintage, on va dire, puisque ça date des années 50, 1950, et que ça a émergé non pas dans les études sur le genre, les études féministes ou autres, mais que ça nous vient en fait du champ médical psy. C'est justement dans la clinique de l'intersexuation, autrefois appelée hermaphrodisme à cette époque, et de ce qui était appelé le transsexualisme, donc des parcours trans, que cette distinction a émergé, puisque un psychologue, John Monnet, a formulé pour la première fois le terme de genre pour parler d'un sexe psychologique, c'est-à-dire il a fait cette distinction pour signifier que les trans avaient un problème, entre guillemets bien sûr pour lui, de genre qu'il fallait corriger par la psychiatrie, changer ce qu'il y a dans la tête, et les intersexes avaient un problème de sexe, donc de biologie, et qu'il fallait donc intervenir
chirurgicalement sur leur corps. Donc c'est de là que ça vient. Et ensuite, ça a été transformé par les études féministes, cette définition. Et donc, à partir des années 70, des féministes s'en sont saisis. Et ensuite, c'est devenu aussi une définition du genre en tant que rapport social. C'est quoi un rapport social? C'est un rapport de pouvoir qui traverse toute notre société, qui va différencier, hiérarchiser les hommes et les femmes. Donc c'est une définition du genre comme étant quelque chose de plutôt lié au pouvoir, un rapport social, comme on dit en sociologie. Et dans cette définition-là, le genre, en tant que rapport social, vient produire le sexe, vient produire les catégories de sexe que l'on pense généralement comme biologiques, mais va leur donner une signification. C'est-à-dire qu'un corps en lui-même, quand il naît, il n'a pas de signification sociale particulière. On lui donne, le genre lui donne une signification sociale et va assigner un destin à une catégorie durablement sociale, administrative, juridique. Et dans vos ouvrages, vous parlez, juste pour préciser là aussi au niveau des termes, vous parlez plus de trans que de transsexuel ou transgenre. C'est un terme du coup qui désigne toutes les personnes qui ont effectué une transition? Alors le terme de trans, c'est un choix qui n'est pas forcément, c'est pas quelque chose qui a été formalisé à un moment donné. C'est simplement une manière de ne pas mettre de suffixe. C'est-à-dire que ça permet d'éviter les confusions. Parce qu'au départ, le terme de transsexualisme désignait, dans le tableau clinique qui a été défini à partir des années 50, des personnes qui souhaitent modifier leur corps, et notamment par la chirurgie. Donc c'était l'acception initiale. Le terme de transgenre, lui, il a émergé dans les années 70 dans un milieu plutôt militant, pour désigner justement les personnes qui n'étaient pas transsexuelles et qui ne souhaitaient pas forcément modifier leur corps. Et dans les années 90, le terme de transgenre est devenu très inclusif. C'est devenu un terme parapluie pour inclure toutes les personnes trans, quels que soient les parcours médicaux ou non. Et comme il demeure une forme de confusion finalement liée à ces origines des termes, le préfixe trans permet d'inclure tout le monde en étant sûr que tout le monde comprenne. Et juste sur la transition en tant que telle, hein, est-ce que c'est qu'est-ce qu'on désigne par là? Est-ce qu'on désigne un acte médical, un acte légal? Est-ce que c'est la reconnaissance sociale qui fait la transition? Quand est-ce qu'elle commence et quand est-ce qu'elle finit? Est-ce que ça commence au moment où j'exprime un désir ou ça commence au moment où je suis reconnue comme telle? Une question compliquée. Est-ce que tu veux commencer? C'est toi le spécialiste. Bon, alors, j'y vais. Bon, la question des commencements, elle est de toute façon très complexe. Parce que le commencement d'une personne n'est pas celui d'une autre. Moi, par exemple, quand j'ai travaillé à la fois avec des statistiques et des entretiens biographiques, moi je travaille sur les biographies, et quand je demandais aux personnes volontairement, une question volontairement vague, comment est-ce que tout a commencé? Eh bien, il y a des personnes qui me commençaient en me disant, voilà, moi ça a commencé quand j'avais 2 ans, alors voilà, je demandais à ma mère de m'habiller comme ça, etc. Et il y en a d'autres qui me disaient, alors moi ça a commencé en 2010, donc voilà, j'ai consulté tel médecin, etc. Donc des réponses fondamentalement différentes. Donc la question du commencement, on ne peut pas le définir, le commencement. Mais en tout cas, moi ce que j'aurais tendance à dire, c'est que toutes les transitions déjà, et ça on le voit très bien statistiquement, c'est très clair, ne sont pas médicalisées, ou le sont plus ou moins, ça c'est très clair. Elles sont plus ou moins judiciarisées aussi, du point de vue du sexe à l'état civil, tout le monde ne le modifie pas, c'est assez variable, la plupart des gens le modifient bien sûr, mais c'est assez variable. Mais il y a une forme de constante qui est l'aspect, on va dire, social de la chose, c'est-à-dire qu'il y a de fait une forme de... moi, ce que j'ai appelé, en tout cas dans mon jargon de sociologue, c'est une forme de déplacement social, de mobilité sociale. C'est pour ça que j'ai utilisé le terme de transfuge, même si c'est bien sûr un peu caricatural. C'était pour marquer que j'ai utilisé ce terme. Mais en tout cas, il y a une forme de mobilité sociale, comme chez les personnes qui vivent une mobilité sociale de classe. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui naissent dans un milieu social et qui, au fil de leur vie, en changent, ce qui peut créer des sentiments d'étrangeté. Par exemple, dans les cas d'ascension sociale, on le voit, il y a beaucoup de travaux et de littérature sur les transfuges de classe. Et bien, de la même manière, moi, en fait, je n'avais pas ce prisme initialement,
Mais en fait, j'ai commencé à faire des entretiens biographiques avec des gens et je me suis rendu compte que je retrouvais, moi qui avais fait un petit peu de sociologie avant, beaucoup de choses que j'avais lues sur les transfuges de classe et aussi dans la littérature, puisque je lis aussi cette littérature. Ça m'a marqué la manière qu'avaient les personnes de faire le récit de leur parcours et notamment de voir à quel point, finalement, en fait, les personnes trans sont les seules à avoir vu le monde des deux côtés de cette frontière sociale du genre. C'est-à-dire que, voilà, une personne, par exemple, qui devient une femme, ne va pas avoir le même regard sur le monde qu'une personne qui l'a toujours été, parce qu'elle va voir le décalage, en fait, entre comment avant elle était traitée et maintenant. Et pareil pour une personne transmasculine, pour un homme trans, en fait, il y a vraiment un avant et un après, même si pour les personnes, il n'y a pas forcément ça reste les mêmes personnes, mais elles ne peuvent pas s'empêcher de voir à quel point on les traite différemment. Et donc ça, c'est un aspect fondamental pour moi, cette dimension sociale, qui vient avec aussi un certain nombre de sentiments, d'émotions qu'on trouve chez les transfuges de classe aussi. C'est-à-dire, par exemple, dans les parcours transmasculins, les parcours des personnes qui deviennent des hommes après avoir été assignées femmes, un fort sentiment de culpabilité parfois. C'est des choses assez marquantes, c'est-à-dire que les personnes se rendent compte de comment elles étaient traitées avant en tant que femmes. Et cette mémoire ne les quitte jamais. Et pour boucler sur cette dimension sociale ou différenciée de l'expérience trans, est-ce qu'il y a une symétrie des transitions, c'est-à-dire des transitions des hommes et des femmes trans? Est-ce que c'est des expériences symétriques, comparables? Parce que le grand public parle des trans comme si c'était une population homogène, qui avait une homogénéité d'expérience. En réalité, ce qu'on voit là, c'est qu'il y a des différences épistémiques, c'est qu'il y a des points de vue différents, des contextes sociaux différents. Du coup, sur cette symétrie, est-ce qu'elle existe ou non? Alors, bon, ça, c'est une question, moi, qui s'est imposée personnellement à moi assez rapidement dans l'enquête. Et c'est quelque chose que je percevais déjà bien, puisque c'est vrai qu'on voit déjà une asymétrie de traitement historiquement des transitions, c'est-à-dire que quand on se penche, et ça a été mon cas au début, sur la littérature médicale et scientifique, on se rend compte que la très grande majorité des travaux portent sur les femmes trans, et très très peu sur les hommes trans. Donc il y a une forme d'invisibilité des parcours trans, et même dans des parcours d'hommes trans, et dans l'imaginaire commun, aussi dans les représentations, même médiatiques, c'est plus souvent des femmes trans, par exemple, qu'on voit à l'écran. Donc j'avais bien un sentiment que déjà il y avait une différence, mais en se penchant vraiment sur les parcours des personnes, je me suis rendu compte à quel point en fait le genre, au sens du rapport social, venait construire des parcours très différents. Et ce qui a été particulièrement marquant pour moi dans mes observations sociologiques, c'est les différences de biographie, les différences de temporalité biographique en particulier, c'est-à-dire que je me suis rendu compte, par exemple, que la moyenne d'âge en début de transition chez les hommes trans, c'était 25 ans, donc c'est assez jeune, et chez les femmes trans, c'était 38 ans. Donc un écart d'âge extrêmement important en début de transition. Pourquoi ? Eh bien, ça a beaucoup à voir avec la construction de la masculinité dans la jeunesse. Dans la jeunesse, en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que les femmes trans vont bien se rendre compte que oui, elles ne sont peut-être pas des hommes, pas comme on les a assignés à la naissance, mais elles vont avoir tellement peur finalement de ce qui peut se passer pour une personne qui est perçue comme un homme et qui va quitter justement le groupe des hommes, qui va se féminiser. La sanction sociale est tellement forte qu'elles vont avoir tellement peur des violences, peur de la rupture familiale avec leurs parents, peur de la précarisation, que beaucoup vont essayer de rentrer dans le rang et vont même se marier avec une femme, avoir des enfants, vraiment se ranger en tant qu'homme hétérosexuel, avant de transitionner plus tard dans la vie à un moment où elles sont plus stables matériellement et aussi relationnellement. Donc voilà, il y a des différences de parcours fondamentales. Et par contre, ce qui se passe pour les femmes trans jeunes, qui transitionnent jeunes, c'est vraiment très souvent cette dynamique de précarisation, de rupture familiale, à la différence des hommes trans qui subissent beaucoup moins de plein fouet cette sanction sociale.
On le voit bien d'ailleurs chez les personnes qui ne sont pas trans. Les parents d'un enfant vont beaucoup plus accepter qu'une petite fille, que leur petite fille joue avec des jouets de garçons, dits de garçons parce que ça n'a pas en soi de signification, que l'inverse, que un garçon qui se féminiserait, qui voudrait porter une robe, ça reste très compliqué pour des parents. Et ben c'est pareil, ça continue comme ça, mais donc à l'adolescence, par contre, pour les hommes trans, c'est compliqué, ça commence à être compliqué, les parents commencent à s'inquiéter au bout d'un moment quand même, mais en tout cas, il y a un traitement très fortement asymétrique entre les deux parcours, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Et ce qui est intéressant, Margot, c'est que j'ai l'impression que derrière la construction de la transition chez les jeunes, il y a en sous-main le risque du rejet, de la panique et des affects en fait, qui sont propres surtout au groupe des hommes quand même, puisque là ce dont on parle c'est le rejet des femmes trans par les hommes. Et comment est-ce que cette panique morale, vous dites dans votre livre, elle s'incarne, elle va avoir un impact aussi sur les parcours de transition des jeunes? C'est intéressant parce que moi, mon travail se portait sur le terme de wokisme au départ. Ce qui était, remarquable dans cette thématique de la transidentité, c'est qu'au départ, la question de la transidentité n'est pas très présente dans le corpus que je lis. Les ouvrages que je lis en 2020, 2021 et sur les années précédentes, c'est des ouvrages qui parlent beaucoup de racisme, c'est des ouvrages qui parlent beaucoup de féminisme, en mal, évidemment, de racisme en bien et de féminisme en mal, ou en tout cas d'antiracisme en mal et de féminisme en mal. Et puis la question de la transidentité, elle va émerger petit à petit à travers une théorie du complot qui se répand à ce moment-là par de la coprésence sociale, par des échanges, par des militantismes partagés entre des groupes d'intellectuels, en fait, des réseaux de gens qui s'échangent des mails, qui sont les mêmes assos, etc., qui est la crainte du fait qu'il y aurait une soudaine épidémie de transition de jeunes hommes trans, donc de personnes qui étaient identifiées comme des jeunes femmes depuis leur naissance et qui d'un seul coup se mettraient à vouloir devenir des hommes. Et la crainte, en fait, qui se répand dans ce groupe d'intellectuels sans véritablement de fondement, en fait, ni scientifique, ni empirique, ni rien, c'est l'idée que d'un seul coup, il y aurait une contagion dans ce groupe, quelque chose qui se passerait. Et petit à petit, ça ne se fait pas tout de suite, ils vont rattacher ça à cette idée de wokisme en cherchant des explications, en fait. C'est-à-dire que la crainte vient avant l'explication. La théorie vient justifier le sentiment. C'est en ça, en fait, qu'on a une panique morale. La panique morale, c'est un concept de sociologie des médias. Donc c'est un moment où, en fait, on a dans les médias une multiplication de discours qui vont répondre à un malaise social mal défini, en blâmant un groupe minoritaire supposé malveillant. Et ça va se faire par l'exagération d'un certain nombre d'anecdotes, l'invention d'un certain nombre d'anecdotes, où petit à petit, en fait, il y a une espèce de consensus qui émerge sur il faut parler de ce truc-là. Alors un exemple parmi d'autres, pour situer. Vous avez une anecdote qui se diffuse il y a quelques années, comme quoi des écoles dans le sud des États-Unis se mettraient à mettre à disposition dans les classes des boîtes à litière pour les enfants qui auraient décidé de s'identifier comme des chats ou des chiens, donc pour qu'ils puissent faire leurs besoins comme des chats ou des chiens. Et ça se diffuse, c'est discuté dans plein de médias, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, il y a des lois qui passent, qui sont proposées en tout cas par des élus pour interdire cette pratique. Évidemment, vous voyez le coup venir, c'est jamais arrivé. Il n'y a jamais eu de proposition d'installer des boîtes à litière nulle part, il n'y a jamais eu d'enfants qui s'identifient à des chats ou des chiens. Tout ça, c'est une rumeur. C'est une rumeur qui est basée sur un vague fond de vérité qui est qu'il y a des toilettes sèches qui sont préparées en cas d'attaque de fusillade dans ces écoles, parce que c'est un phénomène, ça pour le coup, qui est une réalité. Et ça sert à agglutiner cette crainte des personnes trans, à prendre un exemple qui est exagéré. Le temps que l'information soit débunkée, elle a déjà été discutée, et en fait, elle vient de mettre le doigt sur un malaise, qui est le malaise de qu'est-ce qui se passe si on perd le contrôle sur nos enfants, sur qui ils sont, s'ils grandissent sans qu'on ait le contrôle sur eux, ce qui est une grosse crainte chez tout un tas de parents conservateurs aux États-Unis. Donc en fait, cette question de la transidentité, elle émerge de façon un petit peu, conjoncturelle. Elle n'est pas inhérente à ce débat. Et elle émerge
parce qu'elle permet à un moment donné d'animer une mobilisation qui passe par les médias, qui est une mobilisation qui vise à entretenir un état d'esprit réactionnaire, de faire craindre qu'on est allé dans les excès, etc. Cette question, d'ailleurs, de la contagion de la transidentité, elle n'est pas unique en la matière. On avait la même chose précédemment sur l'homosexualité. La crainte que si vous regardez trop Laurent Ruquier à la télé, vous allez devenir gay, etc. Enfin, j'exagère très peu, c'est-à-dire qu'on a véritablement eu il y a eu tout un tas de discours d'hommes gays, notamment, qui disaient une augmentation de la représentation à une certaine époque m'a fait me rendre compte que je n'étais pas tout seul dans mon cas, et ça m'a aidé à sortir du placard. Ça, c'est quelque chose qu'on voit sur les personnes trans aussi, et qui est transformé par la panique morale en « Oh mon Dieu !» comme il y a, je sais rien, Ian McKellen qui a fait son coming out, alors tout de suite il y a plein de garçons qui ont été contaminés par le gène de l'homosexualité et c'est devenu très grave. On a ce type de discours qui réémerge régulièrement et qui disent plus de choses sur les personnes qui les tiennent que sur les personnes à propos desquelles on parle, évidemment. Surtout que la contagion sociale n'est pas du tout propre à la question de l'identité de genre, puisque dans l'adolescence, on se construit tous beaucoup en copiant, en cherchant des modèles, et que c'est pas spécifique. Et juste pour revenir sur cette question de la fabrication de la panique morale, on en parlait juste avant, c'est intéressant parce qu'en parallèle de cette chasse aux sorcières qui a lieu par rapport à une minorité quand même aux États-Unis, on a en parallèle une fétichisation ou une mise en avant de figures trans qui seraient positives dans les films notamment. Donc je pense à Emilia Pérez l'année dernière qui a remporté des prix, donc qui a été une forme de visibilité de personnes trans. Est-ce que selon vous, cette visibilité positive, c'est quelque chose qui peut créer des modèles positifs, désirables, ou est-ce qu'il y a effectivement des nuances à apporter à ça ? J'espère que Emilia Pérez ne va pas créer des modèles positifs, parce qu'on parle quand même d'une chef de gang qui commet qui trafique dans le, comment dire, qui commet je crois que c'est qui envoie des types avec des armes pour faire mais un à la fin, enlèvement. elle finit, c'est une mère Teresa. Dans une explosion. Non, plus sérieusement. C'est une question qui est complexe parce que la représentation, la visibilité, en particulier en ce qui concerne les femmes trans, alors là-dessus il y a vraiment deux modèles d'invisibilisation qui sont très différents par rapport à ce que tu disais. L'invisibilisation des hommes trans, elle passe par le silence, effectivement. Elle passe par la non-mention, ou alors, dans un certain nombre de cas plus historiques, par... comment dire ? Bon, c'était une femme qui aimait s'habiller en homme et qui s'était fait retirer les seins et qui avait pris de la testostérone et qui demandait qu'on l'appelle monsieur. C'était vraiment une femme étrange. Chez les femmes trans, en revanche, elle passe beaucoup, cette invisibilisation, par la surreprésentation, la survisibilité, mais la survisibilité d'une sorte de fétiche, en fait, d'une sorte de créature imaginaire. Je ne sais pas comment dire, une sorte d'ombre projetée ou de marionnette qui est une caricature de la réalité. Emilia Pérez, c'est une très bonne représentation de ce que je veux dire par là, parce que ce que vous avez dans le parcours de transition d'Emilia Pérez, c'est quelque chose de complètement fantasmé par quelqu'un qui n'a jamais rencontré de femme trans de sa vie. Alors, il a rencontré une femme trans dans sa vie, puisque l'actrice qui incarne ce personnage est une femme trans. Mais il n'a pas retenu grand-chose des discussions avec elle, donc pour citer quelques exemples, c'est quelqu'un qui transitionne pour un intérêt social, c'est-à-dire en partie pour échapper à la justice. C'est quelqu'un qui va avoir énormément d'argent et être prête à investir cet argent dans le fait de prendre des hormones et machin, mais qui n'est pas capable apparemment de se renseigner sur qui sont les chirurgiens dans le pays où elle est. C'est quelqu'un qui fait toutes ces opérations chirurgicales en même temps et qui en sort immédiatement, tac, qui passe complètement, qui fait une rupture totale avec sa vie d'avant. Enfin, qui sont des représentations qui sont... on est plus proche de la mouche que d'un parcours de transition, en fait, si vous voulez. Mais ça, c'est pas nouveau. Il y a une histoire à Hollywood. Si vous regardez le film très mauvais Glenn ou Glenda, qui est une des premières représentations de la transidentité au cinéma, vous avez exactement la même vision, c'est-à-dire que vous avez une description du parcours de transition qui est on met le corps, on le pompe rempli d'hormones pendant quelques heures et puis hop, la personne sort et ça y est, c'est une femme maintenant. Vous avez tout un tas de fantasmes en fait. Pourquoi est-ce que c'est intéressant ? C'est intéressant, encore une fois, parce qu'à travers ces discours publics, on parle des gens qui parlent. C'est-à-dire que les gens qui font ces discours, qui produisent ces discours, qui sont fréquemment des hommes hétérosexuels, nous disent qui ils sont, nous disent leurs peurs,
de la perte de prestige qui vient avec la perte de masculinité, nous disent leur peur de la castration, nous disent leur peur de la sortie de l'hétérosexualité, nous disent leur peur du fait que cette catégorie que l'on fantasme comme étant naturelle et naturellement supérieure, les hommes, elle n'est peut-être pas aussi hermétique que ça, elle est peut-être un petit peu poreuse, elle est peut-être un petit peu en danger parfois. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'effectivement, les parcours de transition sont des parcours qui disent factuellement, ces catégories s'interpénètrent occasionnellement. Il y a un rapport de domination entre elles, mais ce rapport de domination, il n'est pas naturel, il est construit, et ce qui peut être construit peut être changé. Ça, c'est inquiétant. Et ce qui est intéressant dans le cas Emilia Pérez, mais dans les cas que vous évoquez ici, c'est aussi qu'on a un imaginaire de la transition qui reconduit d'une certaine manière la binarité. Parce que du coup, si on dit qu'il y a une transition d'un état A à un état B, ça veut dire qu'il y a un moment où la transition finit. Donc il y a une obsession quand même en ce moment autour des chirurgies de réassignation qui seraient irréversibles. Il y a je pense aussi cette façon de concevoir la transition comme vraiment un passage de femme à homme ou de homme à femme qui est assez schématique. Elle va aussi reconduire la binarité, reconduire des parcours qui devraient être lisibles en fait, lisibles par tout le monde, qui devraient être compréhensibles y compris par une épistémologie très binaire, bipolarisée. En quoi est-ce que la transition, c'est pas simplement justement ce passage d'un état A à un état B? Est-ce que là, on peut dire qu'une transition de genre est achevée à un moment qu'elle finit? On a parlé des débuts tout à l'heure. Est-ce qu'il y a on peut dire c'est bon là, voilà, c'est la fin, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus complexe là-dedans? Alors ça, c'est une question aussi assez fondamentale. En fait, qui s'est imposée quand même dans le débat public assez récemment. Il faut dire que moi, quand j'ai commencé à travailler sur cet objet, ce qui était en 2010, c'était moins une question que ce que c'est aujourd'hui. Et au cours de la décennie 2010, se sont développés notamment des mouvements dits non-binaires, non à la binarité de genre, pour désigner les personnes qui ne se sentent ni homme ni femme, ou les deux. Enfin, voilà, il y a plusieurs définitions qu'on peut en donner. Et au départ, moi, du coup, j'étais parti sur cette idée de la mobilité sociale, de se dire, bon, je vais comparer les parcours d'ascension et de déclassement de genre. Et puis, soudain, beaucoup de jeunes se sont mis à me dire que c'était quand même très binaire, et j'étais d'accord. Voilà. Donc j'ai commencé à transformer cette approche. Et finalement, je me suis rendu compte qu'en effet, les destinations sont tout à fait multiples. C'est comme, en fait, encore une fois, je suis désolé, je travaille beaucoup avec l'analogie, donc j'y reviens souvent, mais comme les mobilités sociales de classe, c'est-à-dire qu'il y a tout un domaine en fait, de la recherche sur les transfuges de classe qui s'est intéressé à montrer que c'était pas juste quelque chose de binaire. En fait. Donc on a déjà cette réflexion dans ce domaine-là, et qui ont montré qu'il y a différentes natures et différentes amplitudes de mobilité sociale dans un espace social. En fait, ces déplacements de genre, c'est la même chose, c'est-à-dire que on peut concevoir en fait le genre aussi comme un espace social. Alors c'est compliqué, un espace social c'est très, on peut partir dans plein de directions différentes, mais c'est très compliqué de penser comme ça du point de vue du genre. Pourquoi ? Eh bien parce que le genre, à la différence de la classe, on a tendance à le renvoyer à la biologie, à le naturaliser. C'est quelque chose qu'on conçoit comme biologique, on est soit garçon, soit fille, etc. On est assigné comme ça à la naissance et c'est ce qu'on est. Et pour cette raison-là, on a du mal à concevoir que, des destinations, il y en a beaucoup, qu'on se construit différemment. Et ça, c'est pas du tout valable que pour les personnes trans. Ça, il faut vraiment le souligner. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans le monde social, tous les hommes ne se ressemblent pas, toutes les femmes ne se ressemblent pas. Il y a différents styles de féminité, de masculinité, et il n'y a d'ailleurs pas que la féminité et la masculinité. On est obligé, parce que notre langage nous oblige à utiliser ces termes-là, etc., mais on peut aussi penser tout simplement des styles de genre différents. Moi, je me suis rendu compte que des destinations, ce n'était pas clair non plus. C'était aussi pas clair que les commencements.
Voilà, du point de vue déjà de la modification du corps, du changement d'état civil, c'est pas du tout quelque chose qui fait l'unanimité voilà, parmi les personnes trans. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est vraiment d'essayer de penser vraiment en termes de configuration de genre. C'est-à-dire que le genre, en fait, c'est pas juste notre assignation à la naissance et point. C'est quelque chose qu'on va performer au quotidien, qui va passer par tout un tas de pratiques qui construisent les différents hommes-femmes au quotidien, en plus bien sûr de nos papiers d'identité, de tout ce qui est de l'ordre administratif, etc. Mais c'est une performance un peu continue, et ça c'est plutôt le domaine des études queer qui a pu le développer, hein, cette idée que ça se construit, et ça se reconstruit perpétuellement sous la forme de toutes nos pratiques au quotidien, mais qui n'ont pas de modèle original. C'est pas quelque chose qui nous préexiste. C'est quelque chose qu'on construit au quotidien. Et on peut le construire de bien des façons différentes, que ce soit pour les personnes trans ou pour les personnes cisgenres, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas trans. Et pour revenir sur l'imaginaire un peu binaire qui structure encore la façon dont on aborde la question trans, on parlait aussi juste avant vous avez parlé de la peur de la castration, mais aussi du contrôle de la démographie, aussi du contrôle de la fertilité, de l'enfantement, que les parents aussi et la société en général, et le contrôle sur les jeunes générations. Et c'est un petit peu aussi là l'idée de Michel Serres et sa vision d'une humanité qui se réinvente, qui doit faire de la place à ses enfants. Comment est-ce que la question justement de la reproduction, elle rentre en compte quand on parle de parcours de transition ? Longtemps, elle est rentrée en compte à travers l'impossibilité. Comme beaucoup de personnes, comme beaucoup de personnes LGBT, en fait, LGB du coup, il y avait cette idée que nous parlons de modes de vie qui par définition, ne font pas famille, en tout cas ne font pas reproduction. Je parle bien de la représentation que le public hétérosexuel en a, puisque en fait, des couples de lesbiennes qui ont des enfants, des couples d'hommes qui ont des enfants qui les élèvent, etc. Ça fait bien longtemps. On sait que c'est une réalité en fait. Tout ce débat-là, il a été eu au moment du mariage pour tous et puis du droit à l'adoption pour les couples de même sexe. La panique dont on parlait tout à l'heure, paradoxalement, sur cette irréversibilité, elle émerge à un moment où on décorrèle ces deux choses-là, on les détache. C'est-à-dire qu'en 2016, passe un texte, une réforme de la justice qui autorise en France le changement d'état civil sans opération chirurgicale de castration, de stérilisation définitive. Donc, pour une femme trans, généralement à minima d'orchidectomie, a fortiori de vaginoplastie, pour les hommes trans, à minima d'hystérectomie. La loi fait que désormais la transition devient basée uniquement sur un parcours de vie, comme Emmanuel l'a expliqué. Et c'est à ce moment-là que vous commencez à avoir des débats sur « Oh mon Dieu, mais l'irréversibilité de la transition ». C'est-à-dire une époque où justement les actes les plus irréversibles dans l'imaginaire collectif arrêtent de devenir obligatoires et deviennent simplement une question de choix. Cette question, elle est doublée par le fait que, de fait, il y a de la préservation de gamètes qui est possible, il y a des parentalités trans qui deviennent complètement, non seulement possibles, mais relativement fréquentes. La crainte, elle émerge de nouveau en 2022 parce que le planning familial commet le crime moral d'afficher le fait qu'il accepte les hommes trans qui sont enceints. Donc des gens qui ont un utérus fonctionnel et qui portent un enfant. Et à ce moment-là, de nouveau, vous avez une peur qui émerge et tout un débat autour de « Oh mon Dieu, le planning veut nous faire prendre les vessies pour des lanternes, nous faire croire que les hommes sont des femmes, que les femmes sont des hommes, etc. » C'est-à-dire justement le fait que les gens... On pourrait penser qu'il y a une forme de paradoxe à ça, c'est-à-dire que le reproche qui est généralement fait aux personnes non hétérosexuelles par la société hétérosexuelle et a fortiori par les personnes les plus actives contre elles, c'est de, soi-disant, refuser de s'intégrer, de refuser d'être comme tout le monde. Et là, vous avez des gens un groupe de population qui arrive dans une situation où, globalement, ils vivent les mêmes choses que tout le monde. Et d'un seul coup, ça fait scandale. Ça fait scandale parce qu'ils ne font pas tant comme tout le monde qu'ils ne font ce dont ils ont envie. Et ils refusent il y a un refus, en fait, de l'idée que cette façon d'être serait inférieure et devrait être punie, en quelque sorte.
Donc là-dessus, vous avez effectivement cette crainte qui réémerge et qui va aller chercher, effectivement, une tentative d'aller chercher des parents en disant, mais vous vous rendez compte, vos enfants vont peut-être pas grandir comme vous avez envie. Et là encore, je reviens à ce que je dis depuis tout à l'heure, ça en dit beaucoup plus sur les personnes qui agitent cette peur que ça en dit sur les personnes à propos desquelles on l'agite. C'est-à-dire qu'effectivement, la crainte de l'homosexualité, la crainte de la transidentité, tout comme la crainte d'une mauvaise orientation professionnelle, sont des choses qui indiquent ce pouvoir que les parents prétendent avoir, ou veulent avoir ou ont sur les enfants, de déterminer leur vie, de ne pas créer des êtres qui soient tout à fait autonomes, mais en réalité des continuations, des prolongations d'eux-mêmes, en tout cas dans un certain nombre de mondes sociaux, puisqu'on sait très bien que ce n'est pas la norme, en tout cas c'est certainement pas universel. Ouais, c'est la question du devenir, en fait, c'est qu'on essaye d'enlever la nouveauté à ce qu'apporte la nouvelle génération. Et je trouve ça intéressant, justement ce paradoxe qu'on pointait sur à la fois l'injonction à rester en marge, c'est-à-dire à ne pas avoir le droit d'avoir des enfants, de s'intégrer de la manière dont on voudrait, et en même temps une injonction à être normal ou une normalisation. Dans vos travaux, vous étudiez la façon dont le corps médical a quand même beaucoup façonné le corps trans, pendant longtemps en tout cas. Et je me demande si on n'est pas aujourd'hui au début d'une nouvelle ère justement, et peut-être que la panique morale vient d'une normalisation, ou en tout cas peut-être d'un accès à une représentation, un accès au droit qui est plus grand qu'avant. Donc ma question est plutôt, est-ce qu'on est vraiment à l'aube d'un backlash ou d'un retour en arrière qu'on verrait par exemple dans l'hystérie collective autour de l'affaire Brigitte Macron, ou bien Trump qui commence à s'en prendre aux communautés trans aux États-Unis? Est-ce qu'on est à l'aube de quelque chose d'une réactionnaire, ou est-ce que c'est aussi le signe que paradoxalement on s'en prend beaucoup aux personnes trans parce qu'aujourd'hui elles ont un droit de cité beaucoup plus qu'avant, et que globalement on va toujours aller dans un sens d'un progrès, sans vouloir être ni trop pessimiste ni trop optimiste, mais comment vous vous situez par rapport à cette question-là? Je vais faire une réponse qui est peut-être un petit peu brutale, et puis après je vais expliquer pourquoi. On s'en prend aux personnes trans parce que les homophobes ont perdu le combat du mariage pour tous en 2013. Et ça, c'est pas juste moi qui en fais l'hypothèse, c'est qu'il y a un journal qui s'appelle Mother Jones aux États-Unis qui a réussi à mettre la main sur des échanges de mails au sein de diverses organisations membres du lobby transphobe, qui sont des organisations qui ont ensuite été, dont la rhétorique, c'est pour ça que je vous parle des États-Unis, a ensuite été importée en France en fait, par des groupes comme l'Observatoire de la Petite Sirène par exemple, qui est le principal acteur du lobby transphobe en France. Et en fait, ces gens se disent, à partir du milieu des années 2010, quand l'arrêt de la Cour suprême aux États-Unis qui sanctuarise le droit au mariage des couples de même sexe passe, se disent, mince, on a perdu cette bataille, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'en prendre aux personnes trans, on va se tourner vers les personnes trans. Alors au début, c'est passé par une attaque sur la question des toilettes, avec des propositions de loi visant à interdire aux personnes trans de faire usage des toilettes de leur sexe de destination. Il faut avoir conscience que vous vivez dans un monde où les femmes trans vont dans les toilettes des femmes et les hommes trans dans les toilettes des hommes en grande majorité. Si vous n'avez jamais rien arrivé de grave à ce niveau-là jusqu'ici dans votre vie, il n'y a pas nécessairement de raison que ça émerge d'un seul coup. Hein. Mais il va y avoir d'un seul coup une grande crainte comme ça sur « Oh mon Dieu, mais imaginons que des hommes se fassent passer pour des femmes pour aller dans les toilettes des femmes et faire des trucs pas légaux », parce qu'on sait que les hommes aiment commettre des agressions sexuelles, mais pas manquer de respect à un panneau interdit d'entrée. Et donc ces lois-là vont se prendre... ces lois-là vont se prendre une opposition dans les dents et se reformuler, se représenter. Il va y avoir des débats médiatiques, il va y avoir des craintes, etc., qui font qu'aujourd'hui, on émerge dans cette situation où on est reparti d'abord sur les enfants, parce que c'est une bonne façon. Alors là encore, hein, c'est pas moi qui fais ma petite théorie dans ma tête. Vous avez eu un travail, notamment auprès d'une organisation qui s'appelle Hippomonie, qui est une autre organisation du lobby transphobe en France, où vous aviez des échanges, donc ça a été fait par Mediapart, vous pouvez aller vérifier, où il y avait des échanges qui disaient bah oui, on commence par les enfants, puis après on verra, quoi, en gros.
Et puis petit à petit, le sport aussi est rentré en question, etc. Donc l'idée, c'est de rendre petit à petit problématique la présence de ces personnes dans l'espace public. Et effectivement, ça se passe à la sortie d'une période, suite à cette obtention de mariage pour les couples de même sexe, où le consensus, c'était effectivement de se dire, en 2014-2015, maintenant, la marche du progrès va avoir lieu, et finalement, ça va juste être une étape de plus, c'est juste une question de formalité. Mais vraiment, c'est un consensus à l'époque. Je veux dire, la loi qui permet l'autodétermination au Royaume-Uni, elle est proposée par le Parti conservateur avec l'idée de dire on va faire un truc consensuel, tout le monde sera d'accord et comme ça on pourra. Et puis évidemment, le scandale a continué d'émerger. Donc non, on ne va pas du tout vers comment dire. Il n'y a pas de loi cliquet. Ça n'existe pas en réalité. Ce qu'on voit, c'est effectivement qu'on a. Je ne sais pas si le terme de backlash il est approprié. Parce que le backlash, il sous-entend un phénomène. Déjà, il sous-entend des progrès qui ont été acquis et sur lesquels on reviendrait. Factuellement, je veux dire, en termes strictement juridiques, légaux, on n'a pas beaucoup. Quand on regarde ce qui était demandé par les organisations trans dans les années 90, dans les années 70, globalement, c'était la même chose que ce qu'on demande aujourd'hui. Et puis, il suppose un élément qui est presque organique, c'est-à-dire on est allé dans un sens, puis on va retourner dans l'autre. Non, en réalité, ce qu'on a, c'est une offensive, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont par ailleurs en consensus sur d'autres sujets, qui sont en consensus pour le fait d'avoir des sociétés un peu moins diverses sur le plan ethnique, racial, des origines, vous appelez ça comme vous voulez, qui sont d'accord sur le fait d'avoir des femmes qui aient un petit peu moins de droits, notamment en matière de contrôle de leur corps et de la reproduction, qui sont d'accord sur le fait de... je ne vais pas faire la liste entière, mais je crois que vous avez l'idée. C'est en ça que Donald Trump il est présent actuellement politiquement, c'est-à-dire qu'en fait, il est l'agent par lequel passe cet agenda-là. Et sans surprise, les attaques sur les droits des personnes trans aux États-Unis se sont accompagnées d'attaques en réalité tous azimuts contre tous les groupes sociaux, y compris, parce que souvent on va nous dire « Ah mais oui, vous vous intéressez à l'identité mais pas aux classes sociales », y compris et fortement contre les classes sociales les plus défavorisées, voire le type de politiques qui ont été passées justement dans la loi de finances que vient d'obtenir le Parti républicain aux États-Unis, qui va priver plein de gens de leur couverture santé, etc. Oui, c'est là où la question sociale, elle travaille en fait la question de la transition de genre aussi. Oui, en fait, moi, juste pour appuyer sur ce que Margot vient de dire, ce terme de backlash, moi, il m'a toujours posé un petit peu problème. En tout cas, moi, je ne l'utilise pas personnellement. Parce que, alors, il nous vient, ce terme de backlash, de Suzanne Faloudi, qui l'a formulé dans le cadre des avancées des droits des femmes. Et c'est l'idée, le backlash, donc, d'une contre-offensive réactionnaire en réaction donc à l'avancée de certains droits de populations minorisées, opprimées, voilà. En fait, ce terme de backlash, comme l'a dit Margot, ça donne une vision assez linéaire, en fait, de ce que c'est que le progrès social ou les reculs sociaux. Bon. Et je ne suis pas sûr que ça soit si linéaire. En tout cas, d'un point de vue socio-historique, ça paraît peu probable. Mais ça donne un peu l'idée qu'il y aurait mécaniquement en fait, un recul qui ferait suite à une avancée des droits. Alors, de fait, il y a souvent des reculs, mais ce n'est pas quelque chose de mécanique. C'est quelque chose qui est social, précisément. Moi, je préfère penser en termes de conditions de possibilité, c'est-à-dire qu'il y a certains moments dans l'histoire, et même à des toutes petites échelles historiques, où les conditions de possibilité sont réunies, les conditions sont réunies pour qu'il y ait une forte offensive réactionnaire. Par exemple, pour reprendre cet exemple de la loi de 2016, donc, qui démédicalise le changement de sexe à l'état civil en France, cette loi qui pourtant ouvre la possibilité pour des hommes d'accoucher et pour des femmes de procréer charnellement avec leurs compagnes, sur le coup, il ne s'est rien passé. Moi, j'étais en thèse à ce moment-là et j'attendais le backlash. Immédiat, en tout cas, je me suis dit, ça y est, ça va être un deuxième mariage pour tous. Il va y avoir des gens qui vont descendre dans la rue pour manifester contre cette loi. Ça faisait partie d'une plus grosse loi très vaste, donc ça explique aussi cela. Mais personne n'est descendu dans la rue à ce moment-là. Rien ne s'est passé. Or, quelques années plus tard, les conditions de possibilité sont réunies, notamment d'un point de vue politique, pour
que se déploient justement et que convergent tout un tas de discours et de pratiques réactionnaires, mais ce n'était pas un effet cliquet à ce moment-là. Je reprends le terme qui a été utilisé. Donc ça, c'est très important à mon avis de dire, de la même manière que le progrès n'est pas juste linéaire, il y a des gens qui se battent pour les progrès, c'est pas du tout linéaire, ça n'arrive pas tout seul, eh bien c'est pareil pour ce qu'on appelle souvent le backlash. Et ce qui est intéressant, juste pour un point peut-être un peu plus spécifique dans ces conditions de possibilité, c'est qu'on a vu vraiment dans l'espace médiatique, dans l'espace public, une récupération de certains discours féministes par des gens qui étaient plutôt réactionnaires, qui ne se seraient pas forcément dit féministes il y a quelques années. Et en tout cas, il y a eu, c'est pour ça aussi que c'est peut-être pas si linéaire que ça, c'est que du coup, il y a une confusion, en tout cas dans le débat public, entre des femmes qui vont par exemple dire que les hommes trans essayent de prendre la place des femmes, et il y a une instrumentalisation aussi du militantisme jusqu'à un certain point, en tout cas du discours militant féministe contre les personnes trans et contre voilà, les personnes qui revendiquent des droits pour les trans. C'est pas du tout... comment dire, ce mécanisme, il n'est pas nouveau. Moi, je cite souvent comme mythe fondateur de mon bouquin un événement auquel j'étais confronté quand j'étais dans mes études, ou dans l'université où j'étais. Donc à l'époque, j'étais dans une université britannique, mais on voyait la même chose à l'époque. C'était au début des années 2010, on voyait la même chose dans tout un tas d'universités où des personnalités liées à la droite arrivaient. Et donc là, c'était un monsieur, un député européen britannique d'extrême droite qui était invité, donc forcément il y avait eu une manifestation, et ce monsieur était invité spécifiquement sur le féminisme, et il y avait une critique, parce que notamment, alors parmi de très nombreuses autres phrases, il avait dit « Oui, je me bats pour les droits des femmes, je me bats notamment pour les droits des femmes d'attendre leur mari qui rentre du travail à la maison le soir avec un repas chaud pour qu'ils se mettent les pieds sous la table ». Et ça, c'est drôle, mais c'est drôle que dans une certaine mesure, c'est-à-dire qu'il y a effectivement toute une argumentation conservatrice ancienne qui va consister à reprendre l'esthétique du féminisme pour se battre contre les droits concrets. Alors ça, vous allez voir ça dans, par exemple, à l'époque, on va avoir toute la question de, par exemple, l'écologie intégrale en France, qui va proposer cette question, qui va dire, ah bah oui, mais les droits des femmes, est-ce que c'est pas le droit des femmes de vivre leur vie spécifiquement ? Est-ce que finalement, le problème du féminisme, c'est pas qu'ils confondent des choses qui sont naturellement séparées ? Est-ce que c'est véritablement du féminisme de se battre pour que les femmes aillent dans un monde qui est le monde du travail, qui est le monde des hommes, où elles sont désavantagées ? Est-ce que le meilleur féminisme, c'est pas de faire en sorte d'être épanouie dans son rôle de mère et de... Voilà. Donc là-dessus, vous avez effectivement un courant anti-trans dans le féminisme qui existe, mais qui existe justement depuis un féminisme bien particulier, depuis un féminisme qui est très essentialiste, très naturalisant justement. Donc on a eu une surreprésentation de personnalités. Prendre l'exemple, comme d'habitude, de Marguerite Stern, qui a écrit avec sa camarade Dora Muto Transmania aux éditions Magnus, donc un éditeur d'extrême droite. Transmania, qui est un livre qui contient beaucoup de porno quand même, assez mal écrit, hein, il faut se le fader. Vous avez des scènes qui sont véritablement du porno, hein, je ne suis pas en train d'exagérer. Et ce livre est présenté comme un livre de féministes contre les personnes trans, moyennant quoi les deux autrices se sont éloignées volontiers du féminisme depuis, ont des propos qui sont justement tous propos sur est-ce que les femmes finalement elles sont pas mieux quand elles sont à la maison, etc. C'est quelque chose qu'elles assument. La féminité, c'est... La féminité, ouais. Et puis il ne faut pas forcer les femmes d'être présentes dans les milieux trop masculins, etc. C'est-à-dire que finalement, la grande infiltration du monde des femmes par les femmes trans pour les convaincre du fait qu'il faut qu'elles rentrent à la maison, qu'elles aient des gosses, etc., puis qu'elles correspondent aux stéréotypes de genre. Bon, on a fait beaucoup d'efforts pour pas grand-chose, puis il suffisait de laisser les anti-trans parler, et puis ils le faisaient eux-mêmes, d'expliquer aux femmes qu'en fait leur place, elle est à la maison à pondre des gosses et à faire le repas de monsieur quand ils rentrent du travail. Ils n'ont pas besoin de nous pour le faire. Cela étant, une dernière petite chose sur ce point-là, il faut bien voir que, en fait, particulièrement en France, mais également aux États-Unis, également au Royaume-Uni, même si ce barrage il a été moins fort, et en fait dans quasiment tous les États où ce discours pseudo-féministe anti-trans il a été déployé, il s'est pris un tir de barrage complet de la part du mouvement féministe. C'est-à-dire qu'en 2019, vous avez une première tentative d'expression de dire il y a un problème au sein du féminisme autour de la question des femmes trans, et paf, vous avez la quasi-intégralité des organisations féministes du pays qui publient une tribune dans Libération pour dire non, c'est faux.
Et là-dessus, du coup, on a dû partir sur autre chose. C'est pour ça que c'est l'extrême droite qui s'en est beaucoup employée, c'est pour ça que c'est la psychanalyse qui s'en est beaucoup emparée, parce que justement, le féminisme, ça passait pas. Alors, ce qu'on voit à la télévision, c'est « Oh mon Dieu, la transidentité, débat entre féministes », et factuellement sur le terrain, c'est débat entre féministes et antiféministes. Oui, une mise en scène, encore une fois, de personnes qui seraient en train de se disputer, des crépages de chignons d'ailleurs. Souvent dans les médias, les féministes et les militants trans se disputent, comme si il y a aussi une connotation, une mise en scène d'une dispute irrationnelle, et ça serait trop compliqué en fait. Mais finalement, je pense que c'est construit aussi, ça. Mais de la même façon que quand il y a eu le mouvement MeToo, vous avez eu cette fameuse tribune disant nous sommes pour le droit d'importuner les femmes, où vous aviez quelques femmes qui avaient signé cette tribune, et par conséquent c'était présenté comme étant un débat entre féministes, alors qu'en réalité non. Oui, juste pour compléter sur ce sujet, il y a tout un champ de recherche au sujet des usages du féminisme, et notamment des travaux d'une chercheuse qui s'appelle Magali Della Souda, qui a travaillé sur les féminismes de droite, qui montre notamment comment le féminisme peut être utilisé par les femmes contre elles-mêmes, en fait. Donc ça, c'est une chose. Et peut-être, je voulais préciser aussi, pour l'anecdote, en ce moment, moi, je travaille sur une enquête statistique représentative de la population, donc auprès de 40 000 personnes en France. Et sachez, du coup, puisqu'on a ajouté dans cette enquête une question sur le féminisme, que la majorité des personnes en France se déclarent féministes, y compris les hommes. Donc c'est plus de 50% de la population. Donc dans ce contexte-là, je pense que ça mérite de se poser la question de quel féminisme on parle exactement. Et ce qui est important, c'est de aussi se donner un peu un recul historique sur ce sujet, c'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui avec la place des personnes trans dans les mouvements et dans les discours féministes n'est pas complètement inédit, ça a été dit par Margot. C'est quelque chose qui est le reflet de mécanismes notamment d'altérisation, d'exclusion, et aussi le reflet de violences qui se sont manifestés à beaucoup de reprises en fait dans l'histoire du mouvement. Et je dis ça alors que moi je travaille avec les épistémologies féministes, je m'inscris là-dedans. Mais c'est important d'avoir cette réflexivité de se dire que ça soit dans le mouvement ou dans la pensée féministe, c'est des choses qui se sont déjà passées avec certaines populations féminines. Par exemple, moi j'ai écrit du coup ce texte qui s'appelle « Ne suis-je pas une féministe ?», qui est une référence à la phrase, à la question rhétorique « Ne suis-je pas une femme ?», qui a été prononcée par une esclave noire, il y a plusieurs siècles de ça, et qui a été repris par une théoricienne du black feminism qui s'appelle Bell Hooks. C'est le titre d'un de ses livres. Et la question rhétorique, c'est « Ne suis-je pas une femme comme vous, femme blanche ?» en fait. Donc c'est quelque chose qui s'est beaucoup produit, donc, et qui a été l'objet d'une vraie réflexion dans le cadre des féminismes noirs, cette racialisation de la chose, de qui peut être féministe ou n'en est pas, et qui s'est produit aussi en France, dans un contexte plutôt français, par exemple, au moment de la question du foulard, de la loi de 2004 sur le port du foulard à l'école, etc., où il y a eu toute cette question de est-ce que finalement on devrait exclure ces femmes de l'école ou pas. Bon, en tant que féministe, on peut se poser la question de est-ce qu'il est bon ou non d'exclure des femmes de l'accès à l'éducation. Bon, c'est quelque chose qui s'est aussi produit avec des populations de personnes qui pratiquent le travail du sexe, de les exclure des mouvements féministes, etc. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement récurrent en fait dans l'histoire longue du mouvement féministe. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui peut prendre des formes particulières du point de vue des personnes trans aujourd'hui. Oui, ça rejoint une approche intersectionnelle, c'est-à-dire qui envisage la question de la transition de genre aussi en fonction des rapports de domination de classe entre les populations d'un pays, d'une communauté donnée. Donc c'est vrai que tout ça est assez interdépendant finalement. On voit que c'est plus complexe que ce qu'on pense. Il nous reste encore quelques minutes. Je voulais vous poser une dernière question sur la question de la sexualité, puisque on distingue, on a parlé un petit peu de différence entre sexe et genre au début.
Et c'est vrai que de manière assez théorique, abstraite, on continue quand même encore dans les discours à distinguer la question de la transition de genre et la question de l'orientation sexuelle. Ou en tout cas, on sent qu'il y a une parenté, mais en tout cas, elle n'est pas nommée et elle est un peu passée sous silence. Et peut-être de manière pragmatique, c'est que peut-être qu'il faut se concentrer sur un aspect plutôt qu'un autre. Je voulais avoir votre avis. Est-ce que cette persistance à distinguer la question de l'identité de genre et la question de l'orientation sexuelle, est-ce qu'elle ne traduit pas aussi un refus de voir le désir, la sexualité, le trouble qu'il peut y avoir aussi, par exemple, à l'adolescence, quand on veut opérer une transition, ça se passe aussi beaucoup souvent parce qu'on a des questionnements sur l'orientation sexuelle. Du coup, quelle est la place de la question de la sexualité dans cette question de la transition de genre et de l'identité de genre? Alors ça, c'est une question très importante parce que, en effet, c'est des choses qui sont souvent pensées à part. En particulier, il y a une insistance, et moi, c'est quelque chose qui m'a été beaucoup signifié, puisque j'ai travaillé sur la sexualité, beaucoup, de la part aussi des personnes concernées, en fait, de la part aussi des mouvements trans, des personnes trans qui disent attention à ne pas tout confondre, et notamment du fait de l'histoire aussi. Auparavant, on parlait quand même de transsexualité, il y a sexualité dans ce mot, c'est troublant. Et en fait, moi, j'ai compris assez vite que cette peur, elle est très légitime. Pourquoi ? Parce que il y a tout un domaine de littérature qui relève de la sexologie, qui s'est développé à partir des années 80, et qui présente, en fait, qui parle d'un concept qui s'appelle l'autogynéphilie. L'autogynéphilie, qu'est-ce que c'est ? C'est classifié dans les classifications des troubles mentaux comme ce qu'on appelle une paraphilie sexuelle, ce qui était autrefois appelé perversion. Donc dans cette approche-là, qui est toujours très actuelle, il y a beaucoup de productions scientifiques sur ce sujet, c'est l'idée que les personnes trans voudraient changer de genre parce que c'est associé à une forme d'excitation sexuelle, de se penser, par exemple, en femme, pour une femme trans. Donc ça, c'est quelque chose qui a été vraiment très, très développé et qui a provoqué, de ce fait, cette volonté de dissocier fortement les deux, ce qui s'étend maintenant aussi au-delà des personnes trans elles-mêmes. Or, moi, personnellement, je pense qu'on peut tout à fait penser le genre avec la sexualité, sans pour autant parler de perversion sexuelle. Bon. En fait, moi je fais partie, par exemple, je m'inscris dans les épistémologies féministes, dans les théories féministes, qui pensent justement systématiquement le genre avec la sexualité, qui pensent que le genre et la sexualité, ça se co-construit. On le voit bien, l'hétérosexualité, elle est fondée sur la différence des sexes et inversement. Enfin, c'est comme ça que les deux se co-construisent. Donc moi, ça c'est mon approche, et du coup, j'ai travaillé sur la sexualité des personnes trans, c'est plus précisément sur les biographies sexuelles des personnes trans, et c'était flagrant à quel point les deux étaient liés. C'est-à-dire que souvent, quand je posais la question que j'ai dit tout à l'heure, comment est-ce que tout a commencé ? Il y avait beaucoup de personnes qui me répondaient « Ah moi, je me souviens que quand j'étais au collège, je me suis rendu compte que j'étais attiré par les filles, pour des hommes trans. » Ils me répondaient sur la sexualité, alors que moi, je leur parlais de genre. Donc, de toute façon, dans leur expérience, les deux s'entremêlaient. Leur lesbianisme pré-transition, on va dire, était très lié pour eux à leur expression de genre, à la possibilité qu'ils avaient de se masculiniser progressivement. Et du coup, il s'est avéré que les deux étaient profondément liés. Et ça m'a rappelé à une philosophe féministe qui s'appelle Monique Wittig, qui a dit la phrase un peu provoque « Les lesbiennes ne sont pas des femmes ». Peut-être que vous avez déjà entendu cette phrase. Les lesbiennes ne sont pas des femmes parce que dans la sphère de la sexualité, la sphère domestique, la sphère conjugale, la sphère relationnelle, elles sont entre femmes. Et donc, elles échappent dans ces espaces-là, uniquement bien sûr, à une forme de domination masculine. Eh bien, c'est ce qui permet aussi de développer d'autres styles de féminité, voire des styles de masculinité chez des femmes, et notamment chez les hommes trans qui étaient précédemment lesbiennes, ce qui est l'immense majorité d'entre eux. Pourquoi ? Parce que justement, ça avait une fonction dans leur expression de genre.
Et pareil pour les femmes trans, voilà, il y a des liens très forts avec la sexualité. Et pour autant, on n'est plus du tout dans le domaine de l'autogynéphilie, de la perversion sexuelle ou quoi, et on peut penser le genre avec la sexualité pour voir comment les choses se co-construisent dans les parcours. Si je peux juste rajouter un mot, parce que cette notion d'autogynéphilie, même si elle a été très fortement critiquée, hein, elle est beaucoup utilisée comme preuve d'une théorie pseudo-scientifique, justement, même si effectivement les gens qui l'ont conceptualisée continuent d'avoir droit de citer, ce qui à mon avis est un problème. Mais bon, là on a une spécificité de la transphobie qui est super intéressante, c'est que cette idée, la vision de la sexualité que sous-tend cette notion, c'est quoi? C'est que dans le cas des femmes trans, une transition authentique serait une transition réalisée par quelqu'un qui ne rechercherait pas une situation de plaisir et de satisfaction dans sa sexualité post-transition. Ce n'est pas juste un sous-entendu, c'était un critère clinique. On a parlé tout à l'heure de John Monnet, lui et ses consorts l'avaient posé comme critère pour avoir le droit, quand on est une femme trans, d'avoir une chirurgie de réassignation génitale, de dire il faut que cette personne cherche à avoir des relations sexuelles pénétratives avec des hommes, donc lesbiennes, au revoir, et à ne pas prendre de plaisir en les ayant. Et là-dessus, vous avez une spécificité parce que justement, si on calque ce discours sur d'autres formes de coming out, vous imaginez bien le scandale qu'il y aurait si on disait les seuls vrais homosexuels sont les hommes qui ont des relations, qui ne veulent pas avoir de relations sexuelles avec d'autres hommes ou ne pas prendre de plaisir en ayant. Ça serait très étrange. Quand on a une femme qui nous dit bah voilà, j'ai fait mon coming out lesbien depuis ma vie amoureuse et sexuelle, elle est géniale, on lui dit youpi tralala. Quand on a une femme trans, en tout cas dans l'esprit collectif, qui nous dit j'ai fait mon coming out de femme trans et depuis je m'éclate au pieu avec mes partenaires, oh mon Dieu, c'est une perversion sexuelle. Là-dessus, il y a vraiment une spécificité, effectivement, un besoin en fait que il faut perdre un truc, quoi. C'est pas possible qu'une personne qui transitionne doit être malheureuse après, sinon c'est pas une vraie personne trans. Mais c'est là où on voit toujours que, pour revenir à ce terme de transition, que ça doit être vécu effectivement comme une perte. Et l'idée d'avoir la recherche de plaisir, de bonheur, d'épanouissement, elle est complètement passée sous silence. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup plus il faudrait justifier la transition, non pas par le désir d'épanouissement, de bonheur ou de plaisir, mais plus par vouloir quitter un état de souffrance pour arriver à un état neutre, ou en tout cas où on n'a même pas envie de savoir, on ne veut même pas d'ailleurs laisser droit au plaisir au désir pour ces personnes-là. Donc c'est vrai qu'effectivement ça questionne, je trouve aussi, l'idée même de transition en général et de manière sociétale, plus générale, hein, au-delà de la question du genre, mais quand on parle de transition écologique, on a aussi un petit peu cet imaginaire-là du fait qu'on devrait, à marche forcée, quitter un modèle pour en arriver à un autre, et on a effectivement du mal, un manque d'imagination peut-être, et on pourra conclure là-dessus avant de laisser la parole au public, un manque d'imagination sur les plaisirs du futur, sur un avenir qui soit plein de différentes manières de s'épanouir, de faire lien en société. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'était super. Est-ce que vous avez des questions ? On a 25 minutes. Je ne sais pas s'il y a un micro déjà dans la salle. Oui, ok. Il y a une main là-bas. Enfin, attachée à une personne aussi, mais... La famille Adams. Ah, trop bien. Alors, j'ai deux questions. Une première, vous avez parlé de féminisme et je reviens juste sur notamment le collectif Némésis et leur... Je suis désolée, je ne vois pas où vous êtes. Est-ce que vous pouvez juste faire coucou ? Juste là. Ah, super, merci. Et leur vision d'une femme cis. Par exemple, sur leur site, on n'a pas le droit d'adhérer si on est une femme trans. Et du coup, j'aimerais juste avoir si vous avez une explication sociologique sur ce truc de hater les femmes trans dans les collectifs féministes d'extrême droite, du coup. Vas-y, parce que moi j'ai peu d'explications.
Là encore, je pense qu'il faut voir ça, comment dire, il y a une réalité de la droite radicale contemporaine qui est que la droite radicale s'unit sur ce sujet de façon très forte. Je ne vais pas dire uniquement sur ce sujet parce que ce n'est pas vrai, mais s'unit de façon très forte sur ce sujet. Donc le sujet de la haine anti-trans. Il y a aussi autre chose qui est la question de la question de la coprésence, encore une fois, c'est-à-dire que de la même façon que une personne comme Marguerite Stern va prendre ses distances avec le mouvement féministe du fait de sa transphobie, et puis se mettre à fréquenter des gens qui sont plus proches de la droite islamophobe, xénophobe, etc., le même phénomène se passe dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'une fois que vous vous organisez entre féministes, xénophobes, islamophobes, etc., forcément, pas nécessairement, mais en tout cas de facto, les personnes queer, les personnes trans, les lesbiennes, les personnes racisées, etc., vont pas nécessairement avoir envie d'avoir grand-chose à faire avec vous, ni vous avoir grand-chose à faire avec elles. Et donc du coup, vous vous retrouvez très rapidement, vous avez plus de chances de rencontrer, c'est une question d'opportunité, si vous voulez, vous avez plus de chances de rencontrer des gens qui vont avoir ce type d'opinion. Quand on suit au long cours, moi je suis depuis plusieurs années maintenant, presque une décennie, Seigneur, une mailing list de profs d'université de droite qui sont partis au départ de la question de l'antiracisme et qui, petit à petit, on le voit par cette coprésence, s'intéressent à tout un tas d'autres sujets, le féminisme, la haine l'antiféminisme, la haine anti-trans, et puis beaucoup aussi, suite au 7 octobre, évidemment, la question de la prise de position face à Israël et face au mouvement pro-palestinien. Donc là, il faut prendre en compte, à mon avis, le fait que vous avez parfois des rencontres qui sont un peu... qui sont un effet des opportunités, qui sont un effet du fait que vous êtes dans le même monde et vous parlez ensemble, tout simplement. Je peux peut-être rajouter, je suis entièrement d'accord avec cette réponse, et au-delà même des opportunités, il y a aussi la question des intérêts communs. Enfin, on peut le formuler comme ça aussi, c'est-à-dire que il y a beaucoup de réflexions, et notamment, j'y reviens aux approches queer, sur la notion de coalition et d'alliance. Et en fait, ces coalitions et ces alliances ne se font pas forcément avec les personnes qui semblent ressembler le plus. C'est-à-dire qu'il y a des féministes qui ont plus intérêt à avoir des alliances avec certaines mouvances d'extrême droite, par exemple, qu'avec d'autres féministes de gauche. Il y a des mouvements, par exemple, ça c'est très documenté, mais par exemple ce qu'on appelle l'homonationalisme, il y a des personnes gays et lesbiennes, plus particulièrement des personnes gays, qui ont plus d'intérêt à faire groupe, faire alliance politiquement avec des mouvements nationalistes, etc., qu'avec d'autres gays qui semblent leur ressembler du point de vue de la sexualité, mais qui pourtant n'ont pas les mêmes intérêts par ailleurs. Donc là encore, il est question d'intersectionnalité en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on peut avoir plus d'intérêt, une femme est une femme, elle peut avoir plus d'intérêt à s'allier avec certains hommes qui luttent contre les femmes, contre le féminisme, etc., qu'avec d'autres femmes dans certaines situations, et c'est profondément lié à ça. Et je pense qu'on parle d'opportunité, mais aussi de l'opportunisme. À mesure que ces groupes-là vont prendre plus de place médiatiquement, il y a de plus en plus d'intérêt finalement à en faire partie, quoi. Là-dessus, moi, il y a une anecdote qui me fascine toujours de raconter, puisque il y a quelques temps, le journaliste, auteur, personnage de télévision Eric Nolot était dans une émission qui s'appelle Le Figaro la nuit, où il fait semblant de marcher dans Paris comme ça. Bon, en fait, ils sont dans les beaux quartiers, ils vont au bar, et il dit ah là là, les trans maintenant, c'est l'obsession de la gauche. Moi, j'ai jamais compris ce truc-là. Et puis en fait, moi, ça m'a intéressé parce que quelques années plus tôt, il avait lui-même dirigé une émission où était venue faire son coming out la photographe Olivia Assiapa, qui est une femme trans française qui était venue documenter ce qu'elle avait décidé de faire. Et alors là, par contre, c'était les petits plats dans les grands, chère madame, etc. Et puis il fallait surtout pas. Il y avait eu une sortie à un moment donné de Monsieur Lejeune, qui est un journaliste de Valeurs Actuelles, qui disait bon, je trouve que c'est un petit peu bizarre, et qui avait dit non, mais quand même, on va respecter. Donc, on voit cet opportunisme au niveau des opinions de gens qui, à côté de ça, s'affirment avec un truc un peu mentonnier comme ça, comme ayant des idées très, très, très catégoriques. En fait, non. Il y a beaucoup effectivement d'opportunisme dans la construction des idées chez ces gens.
Alors moi, c'est surtout pour savoir, pas mal en réponse pour ceux qui disent que du coup la transsexualité serait par exemple pas naturelle. Est-ce qu'il y a en fait une réponse un peu biologique? Parce que moi j'ai entendu que en fait chez certaines, par exemple, certaines personnes dont l'enveloppe corporelle serait un homme, le cerveau est constitué un peu comme celui d'une femme. Et pareil pour par exemple les femmes qui ont un cerveau en fait constitué comme un homme, qui a une différence entre les deux. Donc voilà, c'est pour savoir si c'est vrai ou pas. Enfin, votre avis. Bah, vas-y. Alors moi, je n'y connais rien aux sciences biomédicales, voilà. Mais en revanche, il y a ce que je connais, c'est un courant de pensée qui est ancien maintenant, il a plus de 40 ans, qui s'appelle la critique féministe des sciences et qui a été porté initialement beaucoup par des biologistes féministes. Mais pas que des biologistes, il y a aussi des historiennes des sciences, beaucoup, et il y a des sociologues aussi dedans. Et ce courant de pensée, moi, il m'intéresse beaucoup. Alors, c'est pas là-dedans que je m'inscris, mais c'est pas ce que je produis, mais en tout cas, il est très intéressant parce que, notamment des biologistes, alors la mieux connue internationalement, c'est Anne Fausto-Sterling, voilà, mais en France, on a aussi Catherine Vidal, par exemple, qui a beaucoup travaillé sur les différences de cerveau entre hommes et femmes, et qui montre que finalement, il n'y a pas fondamentalement de différence innée. Bon. Mais que, en revanche, l'entièreté de notre corps, et y compris notre cerveau, se construit socialement, c'est-à-dire que on voit bien qu'on se développe, les connexions neuronales se façonnent, etc. J'y connais rien, je suis désolé pour s'il y a des gens qui s'y connaissent de dire les choses comme ça, mais en tout cas, que tout ça est lié à une forme de socialisation. C'est aussi les approches environnementales, etc. Voilà. Et que du coup, il n'est absolument pas étonnant qu'à l'âge adulte, il y ait des différences moyennes de constitution du cerveau et du corps entre les hommes et les femmes. Enfin, c'est du coup logique, puisqu'ils ont été socialisés différemment, donc amenés à développer des compétences différentes, à solliciter des espaces du cerveau différents. Donc voilà, après la question de est-ce que les personnes trans ont été socialisées pour les femmes trans plutôt au féminin, pour les hommes trans plutôt au masculin, c'est possible. Il n'y a pas d'études actuellement là-dessus, il me semble. Enfin, je peux me tromper, mais je ne connais pas d'études qui montrent que les femmes trans ont été initialement socialisées comme des femmes. Mais en tout cas, sociologiquement, ça ne serait pas complètement impossible. En tout cas, il est tout à fait possible. De la même manière, chez les personnes cisgenres, il y a beaucoup de littérature sur la socialisation qui parle de garçons manquants, par exemple. C'est-à-dire qu'il est fréquent que dans des fratries uniquement féminines, enfin des adelphies, on va dire, parce que ce n'est pas une fratrie, dans des adelphies, qui est la manière neutre de dire fratrie, uniquement féminines, qu'un enfant, souvent la dernière, soit socialisé un peu plus comme un garçon, c'est-à-dire avec les pratiques habituellement considérées comme plutôt pour les garçons. C'est pas impossible que ça soit le cas, mais à ma connaissance, il n'y a pas d'études là-dessus. Cette question de la nature, en fait, elle est intéressante parce que je suis pas plus biologiste que lui. Si on se pose la question sur le strict point de vue scientifique, la réponse, elle est très simple. La transidentité est naturelle parce qu'il y a des personnes trans. Est naturel ce qui est possible dans la nature. C'est par exemple pas naturel de respirer du plomb liquide quand on est humain. Ça, on est à peu près sûr que c'est pas une possibilité naturelle, mais par contre, réaliser une transition de genre, ça a lieu et donc on sait que ça existe dans la nature. En revanche, ce qu'on dit par ce terme naturel, et ça c'est une sociologue comme Colette Guillaumin qui nous le montre dans son travail, qui en parle dans son travail, c'est pas c'est possible, c'est voulu, c'est bien, c'est le plan. Et il y a une vision qui est presque... Colette Guillaumin, elle parle de l'idée de nature pour dire on va, ces divisions sociales, les projeter sur du naturel. C'est-à-dire les femmes sont faites pour, les hommes sont faits pour, les personnes noires sont plus fortes à, les personnes blanches sont plus fortes à. Et en fait, tout ça, ça masque le fait qu'on est dans un système que nous avons historiquement, en tant qu'espèce, évidemment construit. Et là-dessus, je pense que le fait de poser la question en ces termes, ça fait se déplacer de...
Est-ce qu'il y a des différences innées, peut-être? Moi, la question que j'aurais envie de vous poser, c'est s'il y a quelqu'un qui a si on développe le test génétique ou biologique ou cérébral, ou ce que vous voulez, qui permet d'identifier le cerveau trans, qu'est-ce qu'on fait si un jour il y a une personne qui n'a pas ce cerveau trans et qui dit « moi j'ai aussi envie de transitionner ». Si on trouve le gène trans, qu'est-ce qu'on fait de la personne qui n'a pas le gène trans et qui nous dit « j'ai aussi envie de transitionner ». Et ma vision à moi des choses, c'est cette personne fait bien ce qu'elle veut de sa vie. Et là-dessus, peut-être que ça déplace la question de est-ce que c'est prévu, entre guillemets, par les règles de l'espèce que ça soit le cas, en tant qu'individu sapient, conscient, en tant que système politique, etc., qu'est-ce qu'on s'autorise ou pas à faire? Quelles sont les marges qu'on donne à notre propre liberté, si vous voulez? Donc, par exemple, tuer des gens, c'est naturellement possible, mais socialement, j'en ai pas envie. Changer de sexe, c'est à la fois naturellement possible et ça ne me dérange pas que les gens le fassent. Okay. Donc on ne peut pas s'appuyer sur cette théorie. Moi, en tout cas, je ne le fais pas. Il y avait une question, je crois, ici, depuis un certain temps. Bonjour et merci pour vos interventions. Je rebondis un peu sur ce que M. Bobati vous avez pu dire en comparant en fait la transition de genre avec la transition sociale. Je pense qu'il y a des choses très intéressantes de comparaison sans forcément ouvrir à la boîte de l'intersectionnalité. Et en fait, pendant la conférence, je me suis souvenu, ou en tout cas étonné, que les transitions raciales, je ne sais pas si le terme c'est bon, serait bon, n'était pas forcément n'était pas du tout médiatique, ou en tout cas n'était pas du tout un sujet politique comme les transitions de genre. Et je pense notamment à un fait divers, je crois dans les années 2013, où il y avait une militante au Royaume-Uni, alors j'ai plus les tenants et aboutissants, mais qui s'est fait passer pour une femme noire, alors qu'en fait elle était de famille d'origine blanche. Et donc je voulais savoir, on sent que le genre est un peu l'une des clés de voûte de l'édifice social, comme la classe sociale, et donc quand on transitionne d'un état à l'autre, en fait, on change la clé de voûte et ça crée beaucoup de perturbations et ça ouvre à des débats et à re-questionner la place dans la société. Pourquoi est-ce qu'on ne retrouve pas en fait un peu des espèces de parallèles avec la question raciale sur cette transition-là? Est-ce que c'est parce que fondamentalement la race en fait serait très différente de nature du sexe, alors qu'on a aussi une donnée biologique, une donnée construite? Voilà, j'aimerais bien vous entendre tous les deux sur cette réponse-là. Merci. Merci pour cette question qui est vraiment passionnante et très difficile. Alors moi, c'est quelque chose qui personnellement m'intéresse beaucoup. Puisque je travaille, alors moi je ne fais pas de la sociologie de la race, mais j'ai travaillé avec deux collègues, Solène Brun et Claire Kosker, qui elles sont spécialistes du sujet, et on a coécrit, si ça vous intéresse, un texte qui s'appelle « Peut-on changer de race comme on change de sexe ?» Alors, bon, spoiler, non, mais on s'est rendu compte que finalement il y avait énormément de points communs. Dans l'absence de conceptualisation des mobilités sociales de race et de genre. Pourquoi ? Parce que ces deux rapports sociaux, de race et de genre, ont en commun le fait d'être renvoyés constamment, comme je le disais tout à l'heure, à une question d'ordre biologique. Alors que les catégories raciales, c'est comme les catégories de genre. Si on regarde historiquement au cours du XXe siècle, à partir des années 70, il a été très clairement démontré dans les sciences biomédicales que la race n'existait pas en tant que catégorie biologique. Elle existe en tant que catégorie sociale, on racialise les gens, mais elle n'existe pas en tant que telle. Il a été démontré que c'était quoi ? C'était un taux de mélanine différencié à l'infini, puisque les taux, par définition, ça n'est pas du tout binaire, c'est pas possible, dans le corps des gens, quoi. Et pour le sexe, c'est un peu pareil ce qui s'est passé au XXe siècle en médecine. Hein. C'est-à-dire que on s'est rendu compte que, en fait, c'est au fil des découvertes biomédicales, en fait. Hein. C'est-à-dire que on s'est rendu compte dans les années 30 que finalement tout le monde portait les mêmes types d'hormones,
que tout le monde avait des oestrogènes et de la testostérone. Ensuite, dans les années 50, on a découvert le karyotype. Donc on s'est dit, en fait, il y a une composante aussi chromosomique, ce n'est pas juste des hormones. Et puis, il y a bien sûr la question du sexe phénotypique, le corps, ce qu'on voit, etc. Et du coup, en médecine, beaucoup de personnes se sont orientées vers une définition multidimensionnelle du sexe qui ne peut pas être vraiment binaire, tout en disant qu'il n'existait pas fondamentalement de manière binaire. Voilà. Donc, il y a ça, et il y a vraiment l'idée aussi, juste pour vous répondre plus directement, c'est pas que ces mobilités sociales n'ont jamais été conceptualisées, c'est qu'elles n'ont pas été conceptualisées comme ça, en fait. C'est-à-dire que je pense que le cas que vous mentionnez, c'est le cas de Rachel Dolezal. Ce cas qui a fait un vrai scandale, puisqu'elle avait fait sa carrière en fait, sur ce sujet-là, en se faisant passer pour noire. Mais du coup, en fait, c'est un autre concept que la mobilité sociale qui est utilisé. Et ce concept, c'est le passing. Peut-être vous connaissez ici ce terme-là. Le passing, c'est un terme qui vient du fait de passer pour blanc dans un contexte où on n'est pas forcément, où on a la peau assez blanche pour passer pour blanc, dans un contexte ségrégationniste, ça permet d'échapper à certaines formes de discrimination, de violence, etc. Et c'est un terme qui est maintenant communément utilisé pour le genre. On parle de passing de genre depuis les années 50. En fait, ce terme de passing, moi-même, je l'ai utilisé parce qu'il est utile d'un point de vue stratégique, c'est-à-dire, on se fait passer pour, etc., dans tel ou tel contexte. Donc moi, j'ai beaucoup étudié ça, par exemple. Mais c'est un terme qui ne se substitue pas à la mobilité sociale, parce qu'il a été beaucoup employé comme ça, en fait. Or, si on dit qu'on passe pour quelque chose, c'est sous-entendu qu'on ne l'est pas véritablement. Donc ça vient réessentialiser les choses, c'est-à-dire on passerait pour blanc, on passerait pour une femme cisgenre. Mais ça veut dire du coup qu'on ne pense pas vraiment qu'on peut l'être. Ça réassigne d'une certaine manière les individus, alors que des personnes qui ne sont pas blanches et qui ont vécu en tant que blanches toute leur vie, il y en a énormément. Il y en a énormément. C'est simplement pour dire que cette conceptualisation des mobilités sociales, elle est en train de se faire du point de vue de la race, comme elle est en train de se faire du point de vue du genre depuis quelques années, mais c'est quelque chose qui prend du temps à cause de la naturalisation perpétuelle du genre et de la race, tout simplement. Oui, bonjour. Donc, vous avez pas mal parlé aussi de la notion de loi cliquée. Vous avez dit pas de loi cliquée, l'obtention des droits. Donc, est-ce que le progrès pour les trans, ça passe par la loi et par les droits, ou est-ce qu'il y a aussi une forme de la visibilisation du débat et tout ce qui est, parce que vous avez parlé aussi de backlash, est-ce que finalement ça vous sert pas? Est-ce que tous les buzz sont pas bons à prendre pour visibiliser les choses et pour on parlait hier donc avec Claire Marin du sujet de proximité, il faut que les gens se reconnaissent, qu'il y ait une forme de la fin de la peur de la contagion et tout ça. Est-ce que, et pour prendre des termes un peu forts, mais c'est ce qui ont été utilisés hier, est-ce que finalement, quand le débat existe, et c'est un peu la même chose pour les débats sociaux au début du siècle, quand le débat existe, est-ce qu'il ne permet pas le vivre ensemble et une forme de reconnaissance? Qu'est-ce que vous en pensez? Ou est-ce que c'est les droits uniquement, le progrès, ou est-ce que c'est le fait de pouvoir en parler voilà. Ça dépend de quoi on parle. Et là-dessus, je pense que cette question spécifiquement, je parle des femmes trans, mais à mon avis, ça marche pour toute cette... L'invisibilisation par la visibilisation, c'est un mécanisme qu'il faut vraiment comprendre dans ce genre de cas. On parle davantage... Alors, il y a une enquête de l'association des journalistes LGBT qui est sortie il y a 2 ans maintenant, qui démontre beaucoup ce truc-là. C'est-à-dire qu'on parle davantage de personnes trans. C'est un sujet qui est maintenant... À une époque, c'était davantage un sujet pour des émissions style c'est mon choix, vous voyez, genre j'ai changé de sexe, ah là là, scandale. Et maintenant, c'est accepté dans des débats de société, etc. Mais de quoi on parle? On parle de ces ombres portées. On parle de cet imaginaire de la personne trans qui ne s'ancre dans aucune réalité vécue.
pour reprendre ce débat sur la question des toilettes, le débat sur les toilettes, il est centré sur l'idée que vous avez un type grand avec une grosse barbe, une voix profonde et généralement un pénis turgescent qui dit « Hop, je suis une femme, je vais dans des toilettes des femmes pour faire des choses horribles ». Et en fait, moi, en tant que personne, en tant que femme, je vois pas en quoi ça me concerne, ce débat. Donc, est-ce qu'on débat des personnes trans ou est-ce qu'on débat des fantasmes des hétérosexuels ? Moi, je pense qu'on débat beaucoup des fantasmes des hétérosexuels. Et c'est bien pour leur représentation à eux, mais ça ne fait pas grand-chose pour ma représentation à moi. En revanche, une chose est vraie, c'est que petit à petit, par des interventions, par des coups de gueule aussi, des coups de poing sur la table, on arrive à des situations où on peut avoir des débats un peu sérieux. Et pour revenir sur la question de la loi, il faut voir que tout ça, c'est pas juste une question d'identité, c'est pas juste une question de déclaration, c'est aussi une question de moi j'ai dû passer devant un juge pour obtenir le changement de mon état civil, où on m'a posé des questions que j'estime être humiliantes. On m'a demandé pourquoi ma compagne de l'époque ne m'autorisait pas, alors qu'en fait on n'avait rien à foutre, c'est juste qu'on était en train de se séparer et qu'elle n'avait pas écrit de lettre. Ne m'autorisait pas à transitionner. Je ne savais même pas que j'étais censée demander l'autorisation de la personne avec qui je suis, et je me demande bien ce qui se serait passé si je ne l'avais pas obtenue. Et en fait, on demande des changements à ce niveau-là, c'est-à-dire que cette chose-là doit se faire sur le principe du déclaratif, bien entendu. Et ça, c'est une loi qui peut être passée dès demain, si on le veut. Alors, je vous encourage à aller évidemment regarder, vous renseigner sur la campagne Juge pas mon genre, justement sur ce sujet-là. Il faut déjudiciariser ces processus. Il faut évidemment s'investir. On a par exemple des refus de soins qui sont très fréquents. Il y a des procédures judiciaires qui sont engagées contre des caisses d'allocation familiale qui refusent des traitements qui devraient être couverts par la sécurité sociale, etc. C'est-à-dire que pour la majorité des personnes trans, comme pour la majorité des personnes tout court, le débat médiatique n'a pas nécessairement un impact direct sur leur vie. Ce qui a un impact direct sur nos vies, c'est la politique, au sens noble du terme. Les politiques publiques, les institutions dans lesquelles on vit. Et c'est ça qui est important, à mon avis, de toujours rappeler. Je vais vous dire la vérité, le fond de ma pensée, avoir des débats sur France 2 où Léa Salamé demande à Dora Muto si elle autorise Mariko à être une femme ou non, personnellement, je pense que c'est le fin fond du journalisme. Personne ne devrait poser cette question et toute personne décente devrait refuser d'y répondre. Donc là-dessus, non, la visibilité, ça ne conduit pas au progrès. Ça peut fréquemment conduire à la régression et à mon avis, il faut se rendre compte que nous avons, en tant que citoyens sur ce plan-là, je monte un peu sur mes grands chevaux, nous avons affaire à des institutions qui échouent à rendre les services qu'elles devraient nous rendre, c'est-à-dire nous informer, nous permettre d'avoir un débat citoyen éclairé et efficace. Malheureusement, ces institutions échouent parce que beaucoup de personnes bien intentionnées refusent de dire à un moment donné « Non, je suis désolé, je ne vais pas aller participer à ce cirque. » Bonjour. Mon micro marche pas. Il marche pas. Hop, il marche pas. Ah si, ça y est. Bonjour. Oui, je suis là. Bonjour. Ici. Voilà. Bonjour. Je tenais juste à apporter un petit éclaircissement par rapport à quelque chose, une question qui a été posée tout à l'heure, justement par rapport au cerveau rose. Du coup, faut savoir que il y a véritablement eu des études qui ont été faites dessus. En particulier justement un qui s'appelle donc le mythe des cerveaux roses et bleus par la docteure Liz Elliott aux États-Unis, qui est souvent malheureusement passé sous silence parce que ça arrange énormément de personnes en fait qu'on continue à propager ce mythe comme quoi en fait c'est finalement le fait d'être une personne transgenre est aussi une forme de déterminisme biologique où on l'est ou on l'est pas parce qu'on est né comme ça, etc. Voilà. Merci. Merci pour votre débat. Là où je vous prie, si vous voulez discuter, vous allez dans le couloir. Dans un théâtre, ça le permet. Je vous remercie de ce débat parce que moi, je suis honnêtement, je suis arrivé parce que c'était les places gratuites qui étaient encore disponibles. Et franchement, vous m'avez agréablement appris plein de choses et moi, j'adore apprendre. Par contre, j'ai trouvé que votre débat, justement, est très intéressant, mais il est français et anglo-saxon. Et je vis sur une planète. Et je sais que le problème de la sexualité, de tout ça, moi, ce qui me sauve,
c'est que je prétends parce que c'est que de la prétention, et d'une tolérance et de considérer que le bonheur de tout le monde fait mon bonheur. Avec cette philosophie, vous voyez que, bon, j'ai appris plein de choses, mais le problème, c'est que je sais que les problèmes de la sexualité sont mondiaux, et vous n'avez pas parlé de l'Afrique, de l'Asie, voilà. Et je sais que je pense que là-bas, parce qu'il n'y a pas que Trump, je pense que Poutine, c'est à peu près pareil, hein, par rapport à ces problématiques, d'après ce que j'apprends, et je vous laisse la parole, parce que c'est tout ce que j'avais à dire, parce qu'il y a le micro à côté. Hein. Merci, Armand. Ah, je peux pas. Oh. Vas-y, t'inquiète. Attendez. Ok. C'est bon. Du coup, tout à l'heure, vous avez dit pour les compétitions, les femmes trans, moi je pense elles ne peuvent pas participer avec les vraies femmes parce qu'elles ont trop de caractéristiques masculines. Voilà, c'est juste pour débattre. Alors, oui, alors je vais répondre du coup un peu aux deux. Du coup, pour ce qui est effectivement du contexte national et international, bon, moi, honnêtement, je ne prétends pas avoir travaillé sur autre chose que la France. Donc, je suis très mal placé pour m'exprimer sur d'autres aires culturelles, d'autres zones géographiques. Donc c'est pour ça que j'ai un raisonnement un peu français. Et comme je m'inspire beaucoup de la théorie qui a été produite dans les pays anglo-saxons, ça donne ça. Cependant, ce que je peux dire, et qui est très important par rapport à votre remarque sur ce sujet-là, c'est que, effectivement, c'est quelque chose qui relève vraiment des pays du Nord, la conception qu'on a, notamment de la médicalisation des transitions. Ce n'est absolument pas quelque chose qui est valable partout, c'est une construction réellement des pays du Nord. Et les questions ne se posent absolument pas de la même manière dans d'autres pays. Par exemple, il y a des pays qui ne sont pas si loin que ça, dans lesquels la transition, elle est considérée pas du tout comme une question médicale, pas du tout même comme une question d'identité, mais comme une question de statut social. Voilà, ce qui est très intéressant, notamment par rapport à mon approche à moi, mais que voilà, c'est des contextes que je n'ai pas investigués personnellement, mais c'est vraiment une question. Il y a des pays dans lesquels voilà, une fille devient un garçon s'il n'y a que des filles dans la fratrie, la Delphi, parce qu'il faut bien qu'il y ait une transmission du patrimoine. Ça, c'est en Albanie, par exemple. Voilà, c'est les vierges jurées, comme on appelle. Donc voilà, c'est une question qui est fondamentale. Donc il faut bien rappeler d'où on parle, dans quel contexte, effectivement. Alors pour ce qui est des compétitions sportives, il faut que je vous avoue que moi, j'y connais rien au sport. Donc désolé par avance. Mais en revanche, je viens justement cette semaine de siéger dans un jury de thèse sur ce sujet-là. Et sachez qu'un livre va être tiré de cette thèse. Donc c'est une thèse sur de Lucie Palesi sur les personnes trans dans le sport de haut niveau. Hein, donc on parle de la compétition. Et qui est absolument passionnante, cette thèse, puisqu'on voit vraiment que finalement, en fait, on est bien en mal, et les sciences biomédicales, notamment, sont bien en mal d'arriver à différencier, en fait, à dire qui est vraiment ou pas une femme ou un homme. Et ça, c'est au-delà des personnes trans, hein. C'est les tests de féminité dans le sport. Peut-être vous avez entendu parler de ça. C'est une chercheuse qui s'appelle Anaïs Boyon qui a beaucoup travaillé là-dessus. La question en fait de qui est vraiment une femme n'a pas d'équivalent masculin, bien sûr. Un homme qui fait une performance exceptionnelle est exceptionnelle, une femme qui fait une performance exceptionnelle et peut-être un homme. Donc la performance est pensée au masculin, hein, bien sûr, et donc il y a ce procès en virilité qui a donné naissance aux tests de féminité qui n'ont pas d'équivalent masculin. Et c'est un peu la même chose qui se joue pour les personnes trans, et ce qui est passionnant dans cette thèse, c'est vraiment l'évolution des critères qui définissent ce qu'est une femme et qui changent tout le temps. Tous les ans, alors à l'échelle des fédérations nationales, à l'échelle des différents sports, etc., c'est variable, mais ça change tout le temps, si bien que des femmes d'aujourd'hui, enfin des femmes d'hier n'en sont plus aujourd'hui. Enfin, voilà, et en fait, ça montre, et ça c'est ça qui est peut-être la réponse à cette question, la difficulté qu'ont les sciences biomédicales à définir vraiment ce qu'est un homme et une femme. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui évolue
constamment et de manière très très rapide dans le sport, avec voilà, toutes les polémiques qu'on connaît régulièrement. Très rapidement, parce que je sais qu'on a complètement dépassé notre temps. Moi, j'aime bien quand les enfants foutent le bordel, personnellement, donc merci d'avoir fait du bruit, les petits. Ça me fait plaisir. J'ai grandi en lisant Cyrano de Bergerac, et c'est une pièce qui commence par ça. Plus sérieusement, vous avez raison, la question de l'international, elle est super importante, et prenons date. Moi, avec plaisir, j'ai des autrices à vous recommander pour cette conférence, et qui sauront vous dire des trucs tout à fait fascinants. Pour la question du sport, il y a plusieurs trucs qui se posent. D'abord, il y a des procédures qui ont existé depuis longtemps sur comment on fait pour inclure les femmes trans dans le sport. C'est-à-dire qu'il fallait un certain temps de régime hormonal qui faisait qu'il y avait une réduction de l'avantage supposé inhérent lié à la testostérone, etc. Ça, c'est des choses qui ont été prises en compte. Ça fait depuis 2004 que ça existe, puisque maintenant on est en train de revenir sur ces droits-là, et où en fait on ne voyait pas des femmes trans qui caracolaient en tête des podiums internationaux. Ensuite, il y a ce que Emmanuel vient de dire, c'est-à-dire que par exemple, vous prenez une personne comme Iman Khalif, qui est une femme qui a vécu toute sa vie en tant que femme, qui d'un seul coup, parce qu'elle est gagnante et qu'il y a un contexte, une opportunité en fait, on va avoir des rumeurs, des théories du complot sur le fait que ce serait en réalité une femme trans, ce qui est faux. Mais par ailleurs, est-ce que vous pensez que c'est juste de se retrouver sur une ligne de départ avec Usain Bolt? Vous avez déjà vu une course avec Usain Bolt? Vous avez perdu. La course n'a même pas encore commencé. Vous pouvez vous être entraîné autant que vous voulez. Ce type avait gagné, c'est tout. Il a fait sa carrière, il est couru en tête. Voilà, c'est tout. C'est fini. Michael Phelps, c'est la même chose, avec des sources qui sont biologiques, en partie, qui sont innées, qui sont liées à des configurations osseuses, à des tailles, etc. etc. Donc le sport, il y a la justice de la compétition, ouais, mais il y a aussi le fait qu'il y a des athlètes qui sont meilleurs. Voilà. Il s'avère que les cas d'athlètes trans, de femmes trans qui ont généré cette campagne de scandalisation, etc., c'est pas des femmes qui gagnaient énormément. Vous prenez la nageuse américaine Lia Thomas, qui a été l'origine de ce scandale dans la natation. Elle était arrivée 5e ex aequo dans une compétition d'étudiantes. C'est pas exactement Michael Phelps, quoi. Elle n'avait pas traversé la piscine en 2-2 et puis c'était fini. Mais il y a autre chose, une dernière chose, et après je finis. Le sport, c'est pas juste gagner des médailles. Le sport, c'est de la vie sociale. Le sport, c'est être avec ses amis. Le sport, c'est de l'intégration. Le sport, c'est participer à la société. Le sport, c'est se faire plaisir. Le sport, c'est exister. Le sport, c'est prendre plaisir à son corps et être dans du collectif, etc. Et moi, je refuse qu'à cause de la naissance de quelqu'un, on interdise ça, a fortiori, parce que c'est ce qui est en train de se faire à travers le monde, a fortiori à des enfants. Moi, je pense que les enfants et les jeunes ont le droit de participer à la vie sociale normalement, qui qu'il soit. Et je pense qu'une jeune fille trans, un jeune homme trans qui a envie d'aller faire du foot avec ses amis, c'est extrêmement cruel de lui dire « Non, tu n'as pas le droit de faire ça, tu dois rester chez toi, parce que nous, ça nous fait peur. » Voilà. Merci. Je précise juste que du coup, on doit s'arrêter ici, mais je vois qu'il y avait encore quelques mains levées. Peut-être que si vous avez des questions supplémentaires, Margot et Emmanuel seront dans le bâtiment, donc dans la loge, et ensuite dans l'espace dédicace en face.